Il suffit que j'arrive sur scène pour que le silence se fasse, c'est assez impressionnant. Chers amis de la Fondation, bonsoir. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour beaucoup d'entre nous, comme chaque année, de vous accueillir pour la première fois pour d'autres, pour cette cérémonie annuelle, dixième du nom, de la remise du prix envoyé par la Poste. Vous savez, toutes et tous, étant ici, ce qu'est ce prix. Nous allons y revenir tout au long de la soirée. Un prix qui récompense chaque année à la fois un auteur, mais aussi le travail des maisons d'édition, un auteur, une autrice, et le travail des maisons d'édition, puisque le principe de ce prix, eh bien, c'est qu'il récompense quelqu'un qui jusque-là n'était pas connu dans le monde de l'édition, qui n'avait pas de relation préinstallée, qui n'avait pas de piston, comme on dit, et qui a confié au bon soin de la Poste, au bon soin de toute la chaîne logistique de la Poste et jusqu'à un facteur à la fin, pour confier ce qu'il avait de plus précieux, son manuscrit, pour l'envoyer à des maisons d'édition en espérant que celles-ci lisent effectivement les textes d'un illustre inconnu et prennent peut-être le risque de l'éditer. Chaque année, un certain nombre de maisons d'édition font ce travail, reçoivent des textes, les lisent, les analysent, se disent là je sens qu'il y a quelque chose, c'est quelqu'un de pas connu, c'est un premier ouvrage, mais je sens qu'il y a quelque chose, prennent ce risque de publier, font candidater l'ouvrage au prix envoyé par la Poste, et voilà, chaque année quelques-uns, 6, 7, 8 selon les années, font partie de notre sélection. Nous cherchons tous à les valoriser, parce que c'est aussi ça notre travail à la Fondation, et puis à la fin, il y a un lauréat ou une lauréate. Nous allons donc ce soir procéder à cette remise de prix. Je voudrais d'abord la remettre dans le contexte de la Fondation. Nous avons l'année dernière fêté la 10e édition du prix, avec une table ronde qui a rappelé un petit peu l'histoire de ce prix et la façon dont justement les maisons d'édition, les auteurs, les libraires pouvaient s'en emparer. Cette année, ce n'est plus les 10 ans du prix, mais c'est les 30 ans de la Fondation La Poste. Et c'est du coup l'occasion pour moi de remettre un petit peu en perspective notre prix envoyé par La Poste parmi l'univers des prix littéraires soutenus par la Fondation. La Fondation La Poste ne soutient pas que des prix littéraires, elle soutient également l'édition de correspondances, la théâtralisation de correspondances, la valorisation des correspondances, l'écriture épistolaire, c'est le cœur d'activité de la Poste courrier en tout cas. Et puis nous soutenons également l'écriture solidaire, c'est-à-dire des projets partout sur le territoire national et avec une attention particulière aux territoires les plus fragiles, quartiers politiques de la ville, territoires ultramarins, territoires ruraux éloignés. Nous soutenons des projets qui font écrire des personnes dont ce n'est pas la culture, dont ce n'est pas l'idée de départ, et qui vont par cet acte d'écrire grandir, gagner en confiance en elles-mêmes, gagner en insertion dans la société, gagner en vision de leur place dans la société et de puissance de l'expression par l'écriture. Ce sont le plus grand nombre des projets soutenus par la Fondation dans la mesure où ils sont présents sur tout le territoire. Mais donc cet univers de l'accompagnement de la création littéraire. Alors, je vais vous les citer l'un après l'autre. Nous avons le prix Sévigné, je vais commencer par lui, le prix Sévigné qui récompense chaque année un ouvrage de correspondance. C'est pas le plus connu des prix littéraires, c'est un prix très pointu, très prisé des amateurs de cet art très particulier qu'est l'art épistolaire. Il a été fondé par Anne de la Cretelle. Nous avons choisi de vous présenter des photos de cette remise de prix qui date de 2019, qui a donc récompensé la correspondance de Maurice Ravel qui avait été édité l'année précédente avec le soutien de la Fondation La Poste. C'est pas du tout un critère, mais en fait il se trouve que assez fréquemment le jury du prix Sévigné choisit un livre qui a été lui-même soutenu par la Fondation La Poste. Donc nous bouclons la boucle, et ce livre est d'ailleurs cet auteur est pardon, pas cet auteur, mais la personne qui a fait l'appareil critique de la correspondance est invitée au festival de Grignan de la même année, festival également soutenu par la Fondation La Poste. Deuxième prix, le prix des postières et postiers écrivains. Nous avons ici la remise du prix de cette année, 2025, prix des postières et postiers écrivains, qui lui aussi existe depuis 10 ans et qui, comme son nom l'indique, salue chaque année un postier ou une postière qui, à côté de son travail, écrit et se fait publier.
on a dans ce prix des ouvrages extrêmement éclectiques, comme vous pouvez vous en douter. Il y a des romans, il y a de la littérature jeunesse, il y a du roman photo, il y a des ouvrages de type professionnel. Et chaque année, le jury a aussi la lourde charge de choisir le lauréat ou la lauréate dont le prix est remis par le président Philippe Val que vous voyez ici, qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Et c'est fait à l'occasion des vœux de la Poste, les vœux du président de la Poste, et c'est donc un moment particulier de reconnaissance manifestée à ce lauréat, et à travers lui, eh bien, l'ensemble de la communauté postale et l'intérêt qu'a le fait d'écrire vu de la direction de l'entreprise. Prix Vepler Fondation La Poste. Alors celui-là, on le soutient depuis l'origine. Un prix qui se veut récompensant l'audace. Marie-Rose Garnieri, que nous voyons sur les photos des remises de prix, on a choisi deux éditions, celle de 2002 et de 2019. Il y a ce soir même une réunion du jury du prix Vepler Fondation La Poste pour décider de la sélection finale. Donc voilà, Marie-Rose n'est pas avec nous ce soir, mais elle est là de cœur. Et c'est un prix que nous soutenons depuis son origine. Ensuite, quelques mots du prix Clara Nouvelle d'ado. C'est un prix qui récompense chaque année des nouvelles rédigées par des jeunes qui ont entre 13 et moins de 18 ans, 13 et 18 ans, mais avant 18 ans non révolus au moment où il les présente. Et c'est chaque année aussi un grand bonheur que de découvrir les textes de tous ces jeunes, de toutes ces jeunes filles, de quelques jeunes garçons également. On a pris une petite vidéo de la remise du prix Clara 2014 où s'exprimait Éric Orsena, qui est le président du jury de ce prix. Les 7 lauréats des années précédentes sont là, encore. Donc ça fait 50 personnes qui sont déjà là. Donc il y a une équipe inouïe, d'écrivains incroyables, dont nous suivons les carrières qui s'annoncent glorieuses dans tous les domaines. Il y a des acteurs, il y a des gens qui sont dans les prépas, il y a des gens qui sont des scientifiques, il y a toutes sortes de gens. Ceux de cette année sont inouïs. Et, grande nouveauté cette année, il y a 3 garçons. Ça veut dire que les garçons se sont rendus compte que pour bien vivre, il faut avoir plusieurs vies. Et la meilleure façon d'avoir plusieurs vies, c'est d'écrire. Et que dans le monde d'aujourd'hui, le mensonge est la meilleure façon d'arriver à la vérité. Merci Éric Orsena, président du jury. À l'année prochaine. Merci à Madame la maire. Voilà pour le prix Clara, je vous laisse méditer les propos d'Éric Orsena. En tout cas, nous, on aime voir son enthousiasme aussi chaque année et l'attention qu'il porte à ce prix. C'est la remise du prix Clara 2017 que nous avons choisi de vous montrer avec, là encore, Philippe Val, qui, chaque fois qu'il le peut, est présent à cette remise de prix. Le prix Vendredi, on reste dans le domaine de la jeunesse, mais là, c'est plus des jeunes qui écrivent, ce sont des adultes qui écrivent pour la jeunesse. Parce qu'on sait combien cet âge de l'adolescence peut être critique pour perdre ou cultiver le goût de l'écrit. Et donc, nous sommes attachés aussi à la Fondation à travailler sur la cible de la jeunesse. Et donc, nous soutenons également ce prix Vendredi. Donc, nous dotons en fait ce prix. Les dotations sont remises par la Fondation La Poste. C'est ici la remise de prix 2023 avec la sélection qui lui était associée que nous avons choisi de vous présenter. Et puis le petit dernier dans les prix soutenus par la Fondation La Poste, c'est le prix du roman d'écologie, qui a d'abord été soutenu par le groupe La Poste lui-même dans le cadre de sa politique d'engagement sociétal et par cohérence avec tout son travail autour de l'écologie dans son métier. Et puis depuis un an, c'est la Fondation La Poste qui a repris ce prix dans son portefeuille, si je puis dire. Donc là, nous voyons la remise du prix de ce roman d'écologie qui s'est faite dans le cadre de la clôture de la capitale mondiale du livre UNESCO, qui était Strasbourg l'année dernière. Pour la première fois, cette capitale mondiale du livre était française, et donc le prix du roman d'écologie a été remis dans ce cadre-là, dans le cadre d'un grand colloque international sur le livre et l'écologie du livre. Et puis bien sûr le prix envoyé par la Poste, qui nous réunit ce soir. La première remise de prix a eu lieu il y a 10 ans. C'était Alexandre Seurat qui a été le premier lauréat. Olivier Pavot d'Arvor était déjà le président du jury. Il l'est resté depuis. Philippe Val était là. Voilà.
Et l'année dernière, c'était la 10e édition avec Anatole Édouard Nicolo pour son ouvrage « À l'ombre des choses ». Et nous avions donc une table ronde en amont de cette remise de prix. Et donc, comme chaque année, le lauréat de l'année N fait partie du jury de l'année N+1. Et donc, Anatole a eu le grand honneur et je crois le plaisir de faire partie du jury de cette année, prix envoyé par la Poste révélateur de talent. Nous suivons les parcours des lauréates et lauréats que nous avons primés depuis l'origine et tous ces parcours sont intéressants. Ils republient des livres, ils sont repérés. Et puis bien sûr, nous ne lassons pas de le citer, Jean-Baptiste Andréa, prix Goncourt il y a 2 ans, c'est le prix envoyé par la Poste qu'il l'avait révélé pour son premier ouvrage, Marraine. Donc c'est tout le beau destin que nous pouvons souhaiter aux lauréats de notre prix. On va revenir maintenant à notre édition 2025, mais avant cela, vous rappelez aussi que nous essayons de valoriser les ouvrages et prenons l'exemple du dernier. Anatole Édouard Nicolo a été, du fait qu'il était lauréat et dans le cadre d'un partenariat que nous avons eu l'année dernière avec le Festival de Livre sur la Place, quelques jours à peine après avoir reçu son prix, a été invité au Livre sur la Place. C'était, je crois, sa première sortie de jeune auteur. Il y en a eu d'autres depuis, mais voilà, nous sommes fiers de lui avoir procuré la première. Il a été invité, bien sûr, au Marathon des mots de Toulouse, comme chaque année, l'auteur qui a remporté le prix, donc au mois de juin. Chaque année, traditionnellement, c'est à l'occasion de l'invitation du lauréat de l'année précédente qui est annoncée la sélection de la nouvelle année. Donc voilà, en juin dernier, Anatole était invité au Marathon des mots. Depuis 3 ans également, en partenariat avec Voix du Sud, a lieu un travail extrêmement intéressant dans le cadre du Salon du Livre de Villeneuve-sur-Lot, qui consiste à faire travailler ces Voix du Sud qui choisit les intervenants, un intervenant côté écriture de texte, un intervenant côté écriture musicale, pour réaliser un spectacle musical avec des personnes, là encore, assez éloignées de l'écrit, puisque nous avons des personnes qui sont sous main de justice, des personnes suivies en hôpital de jour. Il y a aussi quelques personnes volontaires, qui ne font pas partie de ces catégories, mais qui sont volontaires pour faire ce travail. Et l'année dernière, donc, c'est autour du texte d'Anatole que ce spectacle a eu lieu. Une semaine de travail intensif, animé l'an dernier par Laura Poggioli, qui a été lauréate du prix envoyé par la Poste en 2022, qui avait pu assister à la restitution de ce travail l'année où c'est son livre qui en a été l'objet, qui a été tellement émue de voir ce travail qu'elle s'est rapprochée de Voix du Sud et que depuis l'année dernière, c'est elle qui réalise l'encadrement de ce travail. Et puis l'encadrement musical était fait par Daguerre, auteur, compositeur, interprète, qui avait reçu le prix d'écriture de la chanson française du prix Voix du Sud Fondation La Poste en 2006. Tout ça est une grande affaire de famille et de liens au sein des soutiens de la Fondation. Et puis, last but not least, c'est encore à venir, l'Ombre des choses va faire l'objet d'une adaptation théâtrale qui va être présentée à Paris du 2 octobre au 20 novembre. Donc vous pourrez retrouver le texte d'Anatole, cette fois mis en scène. Voilà, donc les livres vivent et tant que nous le pouvons, nous accompagnons cette vie des livres des lauréats. 11e édition. Merci pour tous les lauréats. Donc, notre jury de cette année, présidé par Olivier Poivre d'Arvor, toujours, depuis l'origine, qui malheureusement ne peut pas être présent ce soir. La vie d'un ambassadeur, surtout d'un ambassadeur pour les pôles et les enjeux maritimes, c'est souvent d'être aux 4 coins du monde. Donc c'est assez drôle quand je contacte Olivier. Parfois il me dit oui, je suis en chemin vers le pôle Sud, je suis à tel endroit. Bon, voilà. Il n'est pas à Paris actuellement, mais de tout cœur avec nous. Dominique Blanchecotte, ancienne déléguée générale de la Fondation et présidente de Paris Sciences et Lettres. Marie Liobert, également ancienne déléguée générale de la Fondation. Toutes les deux, on les a aperçues pour celles et ceux qui les connaissent bien sur des remises de prix du petit florilège que nous avons eu précédemment. Olivier Daguerre, que je citais à l'instant pour le travail qu'il mène au sein de Voix du Sud autour du prix. Auteur, compositeur, interprète. Diane Mazloum, écrivaine, lauréate de plusieurs prix littéraires. Christophe Onodibio,
qui est aussi avec nous depuis l'origine du prix envoyé par la Poste et qui fait d'ailleurs également partie du jury du prix Sévigné que j'ai cité tout à l'heure. Écrivain, journaliste et directeur adjoint de la rédaction du Point, qui fait son bouclage ce soir et qui m'a fait un petit message tout à l'heure pour dire que compte tenu de l'actualité, je ne vois pas du coup à quoi il peut faire référence, compte tenu de l'actualité chargée, il craignait fort de ne pas arriver à nous rejoindre, que le bouclage pouvait être un peu long. Et puis, donc, le lauréat de l'année précédente, Anatole Edouard-Nicolo. Et puis, chaque année, ça c'est un souhait du président de la Poste, que dans ce prix envoyé par la Poste, il y ait un postier ou une postière, et de préférence facteur ou factrice. Ça a été pas mal d'années Alice Taché, qui malheureusement n'a pas été en mesure de faire partie du jury cette année. Et donc, nous avons sollicité un autre postier qui a été facteur, ne l'est plus, mais qui est aujourd'hui dans une fonction vraiment pas loin, puisqu'il est équipier en plateforme colis à la Poste de Gironde. Et donc, voilà, Nicolas a fait partie du jury du prix cette année. Je vais proposer, s'ils le veulent bien, si ils et elles le veulent bien, aux membres du jury, à défaut de président, de venir sur scène, se présenter à vous et nous dire aussi quelques mots de la façon dont les débats se sont faits cette année. Vous le savez, on ne dévoile jamais la teneur des débats, ça reste tout à fait confidentiel, mais quand même, on peut en dire quelques petits mots. Diane, je vais vous passer le micro. Je vous déconseille de vous mettre en centre-scène parce que le nouveau vidéoprojecteur est de très grande qualité, mais il est un peu éblouissant. Donc je vous suggère de vous tenir de côté, comme je le fais moi-même, pour ne pas ressortir d'ici complètement aveuglé. Voilà, je vous présente donc nos membres de jury. Diane Mazloum, Nicolas Jacqui Leduigou, Marie Liobert, Dominique Blanchecotte, Anatole Edouard-Nicolo, présent avec nous ce soir. Diane, quelques mots peut-être sur le jury de cette année, comment il s'est passé. Ça marche normalement, mettez simplement le micro au menton pour qu'il soit bien près de vous et allez-y. Allô, ça marche? Ça marche, tout à fait. Bonsoir et merci à vous tous. Donc nous sommes ravis d'être ici. Encore merci à la Fondation de la Poste pour tout ce soutien à la création et à la révélation de talents. Alors, donc cette année aussi, on a eu une très belle récolte avec beaucoup de très beaux textes, des textes avec des voix. Chacune avait chaque texte avait sa propre voix, son propre style. Les débats ont été palpitants, n'est-ce pas? Très palpitants et longs aussi. Et c'est vrai, on a eu du mal à trancher, on a tranché, et bon, je ne dirai rien, bien sûr, il y a un petit suspense. Et voilà, c'était vraiment, je pense, une très bonne année, voilà, on espère que ça va continuer. Et on aimerait dire, je parle pour nous, mais vous pourrez prendre la parole, si je vous passerai le micro, que ce prix est très important. On y tient parce que c'est quand même un prix qui, bon, non seulement, répétons-le, c'est le premier prix de la rentrée, mais c'est aussi un prix donc, qui récompense un manuscrit envoyé par la Poste. Et ça, c'est quand même très, en tout cas pour moi, romantique, cette idée d'envoyer un manuscrit par la Poste. Donc voilà. Donc merci encore à la Fondation de la Poste pour ce prix. Et quelqu'un a envie de dire quelque chose? Merci Diane pour ces mots. Peut-être Anatole sur sa première expérience de jury. Bonsoir à tous et à toutes. Ça a été un vrai plaisir pour moi de participer à être membre du jury, à découvrir aussi les romans sélectionnés. Ça a été vraiment des romans assez sensibles avec des voix très particulières, très touchantes. Ça n'a pas été très évident de choisir. Mais en tout cas, j'ai été ravi de pouvoir me mettre de l'autre côté et de pouvoir prendre un petit peu de recul sur cette rentrée littéraire. Merci beaucoup. Nicolas, est-ce que vous voulez nous dire un mot? C'est aussi une expérience forcément très nouvelle pour vous.
Alors moi j'adore lire effectivement et ça fait partie de mon quotidien. Je trouve qu'on doit prendre le temps de lire et on ne lit pas pour passer le temps. Je vois des fois des gens qui lisent dans le métro ou dans le bus. Je trouve qu'on doit lire, on doit prendre le temps de lire. Et lire c'est important, mais on ne pourrait pas lire des livres s'il n'y avait pas des gens qui les écrivaient. Donc écrire un livre est quelque chose de passionnant. Et effectivement, lorsqu'on n'a pas de réseau et qu'on n'a pas de contact, on l'envoie par la poste. Alors juste une petite parenthèse technique, on peut l'envoyer par la poste par courrier ou par Colissimo. J'aimerais remercier aussi tous ceux qui ont bénéficié des prix, tous ceux qui ont pris le temps d'être sélectionnés. J'aimerais remercier surtout tous les gens qui prennent une fois dans leur vie le temps d'écrire un livre pour nous faire partager des émotions et nous faire rêver dans l'espace et dans le temps. Beau témoignage de lecteur, merci. Merci Nicolas. Marie-Dominique, vous qui êtes les plus anciennes membres de ce jury, est-ce que cela vous donne envie d'exprimer un regard particulier? Marie. Encore une fois, ça a été un vrai plaisir de lecture. Moi, je vous recommande les 6 livres parce que je crois qu'on s'est régalé. Diane a dit à quel point les débats ont été difficiles. C'est parce qu'il y a 6 petites pépites. Donc, je vous les recommande tous les 6. Je suis très heureuse de voir aussi que ces 6 pépites, elles n'ont pas été repérées que par nous, puisque si vous regardez les différentes sélections, chacun de ces livres est présent ici ou là dans des prix littéraires, invité dans des festivals. Donc, voilà, je trouve qu'on a la Fondation La Poste a un rôle de prescripteur puisque nous sommes les premiers à annoncer la sélection au Marathon des mots et je trouve que c'est très important de jouer ce rôle-là. Oui, tu as raison. Moi, je voudrais juste dire que c'est un moment où le jury, on s'écoute, on échange, on s'enrichit, je crois aussi, il faut le dire, parce qu'on n'a pas forcément tous le même regard sur les ouvrages. Mais on peut arriver aussi à modifier un peu son regard sur ce que les autres ont perçu. Donc, Olivier l'avait souligné, on est vraiment dans un jury où on s'écoute, on se respecte. Et ça, je pense que c'est extrêmement important aussi pour le prix. Merci. Merci à tous les 5. Je vais vous inviter à regagner vos places. Je vais reprendre le micro pour pas qu'il fasse d'interférence avec le micro qui est ici au pupitre, puisque ce pupitre va commencer à nous servir dans quelques minutes. On va donc afficher la sélection de cette année pour nous la remémorer. Et je vais inviter maintenant les auteurs et autrices de la sélection à me rejoindre, à prendre place ici sur le côté pour éviter les fameux spots. Et ils méritent évidemment vos applaudissements. Nous avons donc Arbon pour les derniers jours de Ariane, Catherine Girard pour Involentia Velitas, les Mandragores, j'ai oublié votre nom, pardon, Marius de Gardin, Thibaut Delman pour l'Entroubli, Mathilde Di Matteo n'a pas pu être présente, et puis enfin Gabrielle de Tournemire pour Des enfants uniques. Je vous ai gardé dans l'ordre où nous les avions présentés. Merci infiniment à vous de votre présence. Et eh bien, va venir le moment où je vais vous demander à chacune et chacun de lire un extrait de votre livre et puis peut-être de vous présenter en quelques mots à notre public. On va commencer, si vous le voulez bien, par vous, Arbon. On va les prendre dans l'ordre où ils étaient. Je vous prie, je vous invite à venir au pupitre. Est-ce que vous avez votre livre avec vous? Mais c'est pas bien, ça. Vous avez un ami dans la salle, comme on dit? Voilà, je vous invite à profiter du pupitre. Les micros fonctionnent. Réglez-les à votre hauteur si c'est nécessaire, mais vous n'avez pas besoin d'être tout près. Ils sont réglés pour capter votre voix. Bon, très bien. Bonjour, donc moi je m'appelle Arbon, je suis un jeune auteur âgé. Ce livre... Je suis très heureux qu'il ait été sélectionné ici. Je vous en dis 2 mots. C'est un livre qui vient d'être qualifié dans le dernier numéro de Lire Magazine de thriller étourdissant. On y trouve, on va y retrouver en fait le récit de la vie très mouvementée d'un personnage qui s'appelle Harry Yuan, qui est moitié fictif, moitié réel.
On va ensuite découvrir comment ce personnage se transforme en une sorte de Monte Cristo contemporain. On va ensuite découvrir aussi l'invention extraordinaire qui en découle. Et enfin, on va se poser, avec lui et moi, la question que se posait déjà Homère dans l'Odyssée: que devient un homme quand il cesse d'être un héros? Il y a en fait des choses qui sont, je l'ai dit, vraies et fictives dans ce roman, mais peut-être que tout est vrai, parce que c'est inspiré d'un personnage que j'ai connu. Et j'étais très content de trouver dans les carnets de Stendhal cette épigraphe: tous les faits rapportés dans ce volume sont vrais, ou du moins l'auteur les croit tels. Il n'admet dans son livre que les mensonges absolument indispensables. Il y avait 22 ans que je n'avais pas vu Henri Youan. Notre dernière rencontre remontait au printemps 2002. Nos chemins s'étaient ensuite éloignés au point de rapidement se perdre, mais jamais je n'avais cessé de penser à cet homme et à son exceptionnel destin. Je parlais de lui de temps en temps en famille ou avec des amis, et chaque fois que je contais ce que je savais de son aventure, la réaction était la même: tu devrais écrire cette histoire, c'est un véritable roman. De fait, j'avais essayé de m'y mettre à 2 reprises, sans jamais dépasser le stade de l'esquisse. Je manquais d'éléments. La seule période pour laquelle je disposais d'informations à peu près fiables était celle à laquelle nous nous étions fréquentés, lorsqu'il était à l'apogée de sa carrière, qu'il avait fait la une de plusieurs magazines et que sa fortune se comptait en milliards de dollars. Mais pour celle qui avait précédé, je n'avais que des renseignements fragmentaires. Quant à celle qui avait suivi, celle de sa vertigineuse déchéance, je n'en savais quasiment rien. Je m'étais donc mis à enquêter. J'avais cherché à joindre les personnes de son entourage avec lesquelles j'avais été en contact, mais les témoignages s'étaient révélés rares. La plupart de celles qu'il avait connues n'avaient pas répondu à mes requêtes, et quand elles l'avaient fait, elles ne m'avaient fourni que des indications parcellaires. Parfois, il m'avait semblé qu'elles en savaient plus que ce qu'elles voulaient bien me dire. Parfois, au contraire, elles avaient paru désemparées d'en savoir aussi peu. Même l'omniscient Internet perdait sa trace aux alentours de 2006. Les dernières nouvelles que le réseau donnait de lui indiquaient non seulement qu'il était ruiné, mais encore qu'il était redevable à la justice américaine d'une amende d'un montant exorbitant, alors même qu'il avait purgé une peine d'1 an de prison. Toutes mes tentatives pour récolter des informations postérieures étaient restées vaines. Les moteurs de recherche ne ramenaient à la surface que des éléments anciens et épars, des biographies courtes et imprécises, sa date de naissance variait selon les sources, des numéros de brevets, des articles de presse, quelques extraits de jugements. C'était très insuffisant pour faire un livre. Mes recherches s'étaient arrêtées là. Une seule chose était avérée. Depuis 2006, Henri Youan avait disparu. Merci. Alors c'est le tour maintenant de Catherine Girard, dans l'ordre où nous avons classé les livres, je crois, voilà, pour In Violentia Veritas. Alors Catherine, vous êtes arrivée un peu en catastrophe, puisque initialement, vous nous aviez dit que vous ne pourriez pas être là parce que vous faites partie, comme le disait Marie, des personnes qui ont été repérées et dont on commence à parler. Donc vous étiez en interview aujourd'hui, puis finalement, votre interview s'est terminée suffisamment tôt pour que vous puissiez nous rejoindre, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas votre livre sur vous, que vous êtes partie si précipitamment. Est-ce que quelqu'un a In Violentia Veritas en main? Nathalie. Puisque Nathalie, c'est notre joker. Quand un auteur n'est pas là, et d'ailleurs ça va arriver tout à l'heure, c'est Nathalie que nous chargeons de lire un extrait, et Nathalie en avait repéré un. Donc si cela vous va, vous prenez l'extrait de Nathalie, sinon vous prenez celui que vous avez envie de choisir. Voilà. Merci surtout d'être avec nous. Mais là, c'est pas les colères que vous m'avez mis. Les 100 pas. Bonjour. Donc voilà, alors moi je m'appelle Catherine Girard, j'ai écrit un livre qui s'appelle In Violentia Veritas. On me dit qu'il faut que je me présente, j'arrive un petit peu un peu en catastrophe sans rien avoir préparé.
Et on me dit aussi qu'il faut que je parle du prix envoyé par la poste. Alors voilà, moi j'ai envoyé mon livre par la poste pour une raison différente. C'est que l'histoire, je savais qu'elle était déjà connue. Mon père était écrivain et il était connu. Et je ne voulais pas être prise comme auteur par orgueil, par péché, si vous voulez, pour ceux qui pensent comme ça. Par orgueil, je ne voulais pas être prise parce que j'étais la fille d'eux. Du coup, j'ai posté mon manuscrit tel quel, à la poste. Voilà, juste comme ça, sans lettre qui expliquait. Et voilà, j'ai eu la chance d'être acceptée par Grasset. Et voilà. Et j'ai eu des lettres de refus aussi, hein, mais c'est pas celle dont je suis venue parler ce soir. Mais c'est pas pour là que je suis là ce soir, en tout cas. Donc voilà. Donc... je suis un petit peu timide. Est-ce que donc j'ai écrit, voilà, l'histoire, c'est voilà. En gros, mon histoire, c'est un drame qui s'est passé dans ma famille et dont je vais apprendre la nouvelle à l'âge de 14 ans parce que c'est un triple meurtre terrible. Vous avez dû en avoir écho, donc c'est pas peine que je redise tout. Et moi, à 14 ans, on m'appelle la fille de l'assassin à l'école, voilà, en gros. Et je l'apprends et j'ai la chance d'avoir une relation extrêmement forte et très ouverte avec mon père. Donc aussitôt, je m'en ouvre à lui, qui me sert la vérité nue. Ce que je trouve à l'époque très courageux, parce que quand j'ai écrit le livre, notamment le chapitre où je dis ça, je me suis mise à la place, bon, j'avais l'âge qu'il avait quand il me parlait, et j'ai moi-même 3 enfants qui sont plus âgés que moi à cette époque-là, mais je m'imagine devant dire à un de mes enfants, écoute, voilà, j'ai tué ma mère, ou j'ai tué mon père, ou j'ai tué mon cousin, enfin bref, j'ai fait quelque chose de très très grave, et donc je me suis vraiment mise en situation pour comprendre le courage qu'il avait fallu pour me dire la vérité sans ajouter d'excuses qu'il n'y en avait pas, comme je le dis dans mon livre. Donc, cette histoire est restée en moi pendant de nombreuses années. Et puis un jour, à l'occasion d'une conversation avec mes enfants, je l'ai raconté à mes enfants, mes 2 aînés, à l'âge à peu près où je l'ai apprise. Et puis j'ai une 3e. Et vous savez, comme disait Brel, plus on devient vieux, plus on devient gâteux avec ses enfants, en tout cas. Donc la petite dernière, qui avait 8 et 10 ans de moins que les aînés, elle, je ne lui avais pas dit. Et quand je lui dis, je me rends compte, ça j'en parle aussi dans le livre, qu'à chaque fois j'ai transposé, il y a une servante qui va être tuée dans le triple meurtre. Et cette servante, je l'ai squeezée. J'ai substitué à la servante ma grand-mère. Parce que je ne pouvais pas comprendre pour moi, c'était le comble de l'inadmissible. Donc voilà. Donc ma fille en parle à son frère. Les enfants se rendent compte que je leur ai menti, entre guillemets. Enfin, j'ai transformé la vérité. Et à ce moment-là, moi, ça me décide à ouvrir les yeux sur l'histoire. Et donc, en fait, ça a mis tout ce temps-là pour que finalement, je décide de comprendre ce qui s'était passé. Et l'écriture étant mon moyen d'expression le plus puissant, j'ai écrit l'histoire. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous lire un extrait. Laissant pas, puisque ça a été choisi. Dans la brume matinale d'un automne déjà bien entamé, le château vit ses dernières heures en famille. Le ciel est gris comme l'ennui séculaire qui ruisselle le long de ses murs. Un homme au teint assorti au décor dévale les escaliers qui mènent au portail, tandis qu'un autre arrive, en courant lui aussi, mais dans le sens inverse. Le premier est le gardien, parti chercher le médecin, l'autre le maire du village, venu répondre aux appels qu'il a entendus. « Que se passe-t-il » s'enquiert le maire. « Ils sont tous tués. »« Qui tous ?»« Monsieur Girard, mademoiselle Girard est la bonne. » Tous les ingrédients d'un drame au succès fracassant sont réunis. Château en Dordogne, aristocratie, noblesse d'empire, notoriété, parisianisme ancestral, hôtel particulier dans le 6e arrondissement, fils prodigue et, cerise sur le gâteau, un triple meurtre sanglant qui décapite la famille et laisse, seul contre tous, un jeune homme de 24 ans, mon père, avec sur les épaules, d'un côté un destin fraîchement élagué à la serpe, de l'autre une fortune colossale. Pile au milieu,
Une épée de Damoclès le pointe tout droit et lui assure d'être remis sous peu à couperet plus moderne, qui tire son nom d'un certain monsieur Guillotin. Peut-être que je peux m'arrêter là ou Mais vous pouvez, Catherine, merci beaucoup. Je ne veux pas vous ennuyer avec mon texte. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous laisse regagner votre place et j'invite maintenant Marius Degardin à se diriger vers le pupitre pour nous lire quelques pages des Mandragores. Bonjour, je ne suis pas très bon vendeur et encore moins modèle photo, mais du coup je me présente, je suis étudiant à la Sorbonne, là je sors de mes cours d'agrég. J'ai pris du retard sur le programme, mais c'est très gentil de nous avoir tous invités, de nous avoir sélectionnés. C'est un beau prix envoyé par la poste. Et du coup, je suis mauvais vendeur, mais j'avais trouvé un petit fil conducteur, c'est que le livre Les Mandragores commence par une lettre qui est assez malheureuse, voilà, et le livre termine par une carte postale qui est hyper joyeuse, qui vient d'Amsterdam, avec des anecdotes plutôt cocasses dedans. Du coup, je ne sais pas si ça donne envie de le lire, j'espère. Donc ce livre, il raconte l'histoire d'une jeunesse un peu perdue. Je me retrouve un peu dedans, même si maintenant avec la grecque, on a un fil conducteur encore. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Benito, dont le père l'a nommé ainsi en référence au Duce, et finalement héritier d'une violence et d'un passé colonial, raciste, tout ce qu'on veut, tout ce que faisait de plus beau le milieu du XXe siècle. Va essayer de traverser la nuit pour essayer de rebondir avec des personnages plus ou moins rigolos. J'espère qu'on rigole à travers le livre. Et je vais vous lire les premières pages. Alors, Saint-Ambroise. Ça a débuté comme ça, sous la pluie. Les vieilles cloches de Saint-Ambroise sonnaient 6 heures du soir quand la bouche de métro a recraché Chiara, déjà toute trempée. Des trombes d'eau s'abattaient sur la capitale, gouttières, trottoirs et caniveaux, tout pissés dans un torrent parisien que rejoignaient à pieds joints des gosses souriants sous les jurons des parents. Elle les aimait, les gosses, Chiara, si bien qu'elle en avait fait son métier. Tous les matins, dès l'aube, elle les sortait du ventre de leur mère avant qu'ils y crèvent, et tout ça pour peanuts, qu'elle disait. Mais les gosses, délogés du paradis, à peine ils la voyaient avec son bec de lièvre qui formait un beau sourire. Ah, pardon. Mais les gosses, délogés du paradis, à peine ils la voyaient avec son bec de lièvre qui formait un beau sourire, se mettaient à brailler comme pas possible. Tu parles d'une ingratitude. Alors elle ne les aimait déjà plus. Elle arrêtait de sourire et passait le nouveau-né à sa mère pour changer de salle et de famille. Chaque accouchement était pour ma sœur un nouvel espoir qui, tout fraîchement sorti du trou, venait moisir dans ses bras. Ce soir-là, Chiara tardait à rentrer. Sans doute qu'elle traînait de la pâte parce que c'était son jour de corvée. À la maison, on avait hérité de si grandes cuisines qu'on savait plus quoi en faire. On avait d'ailleurs fini par abandonner à la crasse la plupart des gazinières. On vivait dans un ancien restaurant qui avait fait faillite bien avant ma naissance. Amore Gusto, qu'il s'appelait. Mais nous, on l'a toujours appelé La Mort parce que c'était plus simple en bouche et que, sur sa devanture d'un beau rouge presque sanguin, le reste du nom s'était fait la malle avec le temps, comme les parents. Une fratrie de rital qui piote dans une brasserie italienne en perdition, ça n'avait choqué personne dans le quartier. Une fois nos parents partis, on avait même gagné la pitié des concierges voisins. Ça se traduisait par des petits sourires et des invitations qu'on déclinait toujours en regrettant, le ventre vide mais fier. Merci Marius. C'est le tour de Thibaut Delman pour l'entre-oubli. Bonsoir. La ville éclaire ce qui sans elle serait la nuit. Plus haut encore, 4 lampadaires s'inclinent sur un rectangle synthétique où jaillit un ballon, tous à sa poursuite. Sans maillot ni arbitre,
on devine à qui pourchasse et à qui réclame, avec et contre qui on est. D'ici, nuées autour des spots, les mouches passent pour des lucioles. Dans les nets contours du lieu, on court à l'infini. Là, on se bouscule, bascule, s'insurge, se relève, se distance, frappe, marque. On salue la foule qu'on imagine. Et déjà le ballon s'émancipe. Et déjà on court à lui, se le dispute. Tandis que les nerfs se lassent, que les règles s'essoufflent. Il est temps pour les vaincus de demander la défaite au vainqueur, qui l'accepte comme une faveur. Alors on s'agglutine, toutes mains aux hanches, face à une seule cage démesurée, où l'on tire de trop près sur un gardien sans défense et sans gants, désigné volontaire. On frappe comme on s'insulte et comme on rit, sans compter. L'enjeu est déjà hors du cadre, parmi des centaines de carrés de lumière. Chacun en guette un du coin de l'œil. Il faudra rentrer dans les temps. On se propulse en coup de vent dans les rues où le ballon tombe des mains jusque sur la route. On rattrape le retard qu'on s'est créé. Et puis on arrive, sans plus de souffle, pour boire et manger ce qu'il y a à boire et à manger. Bonsoir. L'entroubli, il est là aussi. C'est un roman autobiographique dont vous avez entendu la première page, qui raconte l'histoire d'une fratrie de 5 garçons dans un quartier populaire de Paris. Et je suis un de ces 5 garçons, donc c'est un roman autobiographique, mais plus qu'un roman social, c'est un roman qui raconte comment on s'en sort par les mots, comment on tient debout par les mots, sans parler de guérison. J'espère qu'il contient un petit peu plus de lumière que d'obscurité, car j'opte pour ça, et je pense qu'écrire, c'est toujours opter pour ça. Et je remercie beaucoup ce jury de m'avoir convié ici. Je vous remercie. Donc c'est aux éditions du Tripode. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thibaut. Alors le prochain livre, c'est La Bonne Mère, qui est donc
écrit par Mathilda Di Matteo, qui n'a pas pu être présente, mais qui nous a envoyé une petite vidéo pour se présenter avant que Nathalie Jungermann ne nous lise un extrait de son livre. On va lancer la vidéo. Hop, si elle veut bien partir. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Mathilda Di Matteo. C'est moi qui ai écrit La Bonne Mère, qui est paru aux éditions de l'Iconoclaste. Je peux malheureusement pas pouvoir être avec vous ce soir et j'en suis extrêmement attristée. C'est un prix que j'affectionne particulièrement, le prix envoyé par la Poste. Et je vous remercie de tout cœur de m'avoir sélectionné au milieu de tous ces titres fabuleux. Et j'ai un souvenir assez joyeux et en même temps assez anxieux de ce moment où j'ai envoyé tous mes petits manuscrits par la Poste. Donc vraiment, merci pour ça et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Merci Mathilda. J'invite donc Nathalie Jungermann, rédactrice en chef de notre revue littéraire Florilettre, bien connue, je crois, de la plupart des personnes dans cette salle, à venir prêter sa voix à La Bonne Mère. Alors... Mon père est un petit homme furieux. Toute la journée dans son taxi, il peste contre les automobilistes et les bouchons, les mécontents et les mal lunés qui posent leurs fesses dans sa voiture. Surtout ceux qui ne cachent pas leur surprise quand il leur parle, étonnant, avec un sujet, un verbe et un complément. Il lui brise le cœur et sa tête trop bien faite pour rouler sans arrêt dans une prison de tôle et de pétrole. Une fois la haine passée, tout ce qui lui reste, à mon père, c'est un air malheureux. Sur la terrasse de chez mamie, le lendemain de l'enterrement, il écrase sa cigarette et me lance sans préambule. « Clara, je suis malheureux. » Sauf que ça ripe sur moi comme les insultes qu'il tire à la Kalachnikov. Je ne réponds rien, regarde vers le fond du jardin. La lune se reflète sur la piscine. Je lui fais remarquer. On se protège comme on peut. Lui fixe ses pieds. Il a les traits tirés et le visage pâle, la veine au repos sur la tempe. La plupart du temps, mon père ressemble à Zidane. D'ailleurs, il aime bien rappeler avec une feinte modestie qu'une fois à la Fnac, on l'a pris pour Zizou. La plupart du temps, ce n'est pas ce soir pourtant, et si on se parle franchement, pas depuis un moment. Il a perdu de ce charme facile logé dans l'esquisse d'un sourire. Ce soir, il est sombre comme le numéro 10 qu'on a sorti du terrain en cours de match pour une sale histoire, incapable d'aller au bout de la finale. C'est un de ces dimanches qu'il a passé au lit jusqu'à 16 heures. Il faisait souvent ça quand j'étais petite, travailler jour et nuit toute la semaine, puis passer le week-end au lit. Il disait qu'il avait mal au dos, c'était le cœur. Cette fois, s'il s'est tiré des draps, c'est seulement pour mettre la maison de sa mère dans des cartons. Profiter que je sois là, me donner une médaille en or soutirée à mes tantes et ma cousine qui la convoitaient. Il me l'a mise autour du cou juste avant que l'on s'installe sur les chaises en plastique. J'ai peur qu'il utilise sa tristesse pour justifier son geste au cimetière, pourtant je cède. C'est normal d'être triste, papa, tu viens de perdre ta mère. Il secoue la tête. C'est depuis longtemps, et il bredouille puis se ravise. Je tends l'oreille, ça ne sort pas, ses yeux en amande, comme Zinedine, se brouillent. Je ne peux pas faire plus pour lui. Plus ce serait la trahir, elle. Mais à peine une minute plus tard, il reprend. Ce soir, il veut me parler. Il doit me parler. Alors mon père continue sans que je ne puisse l'arrêter. Il est malheureux d'être lui, d'être là, de n'être pas plus, de s'être coincé, va savoir quand, comment, ce qu'il aurait pu être s'il avait essayé. Il voulait plus pour moi, que je sois mieux qu'eux, et j'y suis, hein. Sauf que mieux, c'est loin, et c'est cette distance qui fait mal à son corps qui s'est épuisé pour m'y envoyer. Il rallume une cigarette qui noircira un peu plus ses poumons et me demande si je me rappelle avant les trucs à la con du genre quand il m'emmenait à la mer après le cours de danse du mercredi, même en hiver, et on se réchauffait l'un contre l'autre sur le sable en écoutant les vagues. Oui, papa, pourquoi? Comme ça. Des bons moments, il y en a. La tristesse, semble-t-il, coule dans nos veines. Jusqu'à Paris, je me la traîne et c'est la même que la sienne. Raphaël m'a convaincu de fuir ensemble dès le lendemain, à 800 km de la terrasse et de ses yeux mouillés. Merci Nathalie.
Si vous avez bien compté, 5 livres sont passés. Celui qui nous reste, c'est donc celui de notre lauréate de cette année, Gabrielle de Tournemire. Je vous invite à venir au pupitre. Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu intimidée. Merci d'abord à la Fondation La Poste et merci à la Poste et aux postiers d'accompagner tous nos manuscrits, si beaux soient-ils, de ce que j'ai pu entendre jusque-là, jusqu'à ce qu'ils trouvent acquéreur. J'avais écrit un petit mot. Écrire pour la première fois, créer pour la première fois des personnages, c'est d'abord, en tout cas ça l'a été pour moi, faire l'expérience vertigineuse d'une immense liberté. Se dire que nos personnages, on peut les conduire n'importe où, leur faire n'importe quel sport et aimer n'importe quel film. C'est un peu se sentir marionnettiste de ces vies de fiction. Et pourtant, très vite, je m'en suis bien rendu compte, dès qu'ils ont été là, nommés, concrets, ils se sont incarnés, jusqu'à presque me prendre moi en otage, comme si les avoir créés chacun m'obligeaient, me rendaient responsable. Ils n'étaient plus seulement moi, et je devais les suivre. C'est peut-être pour ça que j'y suis tellement attachée, et que sans prétention, je voudrais dire que mes personnages, je les admire pour leur force, tous autant qu'ils sont, et que je suis infiniment heureuse qu'ils aient fait votre rencontre, ou qu'ils la fassent plus tard. Je voudrais remercier ceux qui les ont connus d'abord, en premier, mes parents et mes sœurs, qui m'ont beaucoup accompagnée et qui m'ont encouragée à persévérer dans la quête d'un éditeur, d'une éditrice en l'occurrence. J'ai une pensée émue aussi pour mes colocataires de Bruxelles, sur laquelle s'est fondée aussi, s'est bâtie cette histoire, qui ont compris peut-être que le bonheur réside dans le fait d'être unique de manière simple, de manière humble, comme tout le monde. Et puisque ce prix récompense avant tout un processus éditorial, je le partage avec une immense fierté, mais vraiment immense, avec Alix, que je ne remercierai jamais assez pour sa confiance, sa sensibilité, sa compréhension si fine de tout ce que j'ai voulu transmettre à travers ce livre, et avec elle, Cassandra, Laura, Astrid, Sophie et l'équipe si enthousiaste de Flammarion depuis le premier jour. Merci à tous d'être là et je vais lire un passage que j'aime beaucoup, qui est un passage entre le personnage d'Hector, donc handicapé mental, et le personnage de Carlo, qui est son éducateur spécialisé. Et c'est le moment où Carlo prend connaissance de Luce, que Hector appelle Mouche. Hector lui parla de Mouche ce soir-là. Nous sommes assis à côté, parfois nous nous tenons la main. Il était installé dans un fauteuil club en cuir avec un plaid en polaire, les pieds appuyés sur un petit tabouret posé juste devant le pare-feu de la cheminée. Et Carlo, qui laissait d'habitude les références littéraires à Valentine, avait l'impression d'être face à un vieux conteur, même si elle aurait fait allusion à Maupassant alors que lui pensait au père Castor. Hector était économe dans ses mots et prenait le temps de les choisir. Tenir la main de quelqu'un, ce n'était pas pareil que la lui donner. Peut-être parce que donner sa main pour Hector, cela voulait dire quelque chose d'autre, vu dans telle ou telle comédie romantique. Ou parce que tenir, ça avait l'air d'être plus réciproque, là où donner, ce ne serait que dans un sens. Ou peut-être parce que dans tenir, il y avait l'idée de quelque chose de tenace, qui ne lâcherait pas. Il raconta que ce que Mouche préférait sur Terre, c'était les comédies musicales, qu'elle les connaissait toutes, mais qu'elle n'aimait pas les Disney. Ce ne sont pas des vraies personnes. À la récréation, sur son téléphone, elle lui avait montré des extraits de Notre-Dame de Paris et de la chanson qui était sa favorite. C'est belle. Il y a Garou qui chante, et moi j'aimerais bien la lui chanter parce que Mouche, ça lui va bien cette chanson. Et Carlo hochait la tête, forçait les traits de son visage en une grimace impressionnée qui disait « Eh bien, tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère ?» Mais il restait silencieux, attendant patiemment la suite. Il voyait du coin de l'œil Hector bouger ses lèvres, signe qu'il n'avait pas fini, qu'il anticipait sa phrase, tournait les pages de son dictionnaire intérieur, délibérait sur le mot à utiliser ensuite. Toujours Carlo tentait de le deviner, et toujours il échouait. Il pensait qu'il allait être sollicité pour un conseil concernant l'anniversaire, pour le choix d'un cadeau peut-être,
Mais Hector n'avait pas eu besoin de lui, puisqu'il annonça tranquillement qu'il était allé, plus tôt dans la soirée, profitant certainement d'un moment d'inattention de ses parents qui mettaient les petits plats dans les grands pour recevoir Carlo, donner tout son argent de poche au fleuriste. Parce que Carlo, elle a dessiné des fleurs ce matin, alors c'est certain qu'elle va aimer. Elle va être heureuse, n'est-ce pas? Carlo sourit, mais c'est vachement sympa comme cadeau. J'espère que le bouquet sera beau. T'en as eu pour combien? Et là, sourcil froncé, comptant sur ses doigts, lèvres mordues par la difficulté du calcul, il finit par dire 412 €, je crois. Mon argent des grands-parents et des Noëls que j'ai économisés. Enfin, j'ai tout donné. Merci beaucoup. Merci beaucoup Gabrielle, merci à chacune et chacun de vous pour ces lectures où on a pu ressentir un peu, deviner quelques éléments de vos livres et je l'espère avoir envie de les découvrir avec le même plaisir que celui qu'ont eu les membres du jury à vous lire. Je vous invite maintenant à regagner vos places, sauf Gabrielle, que nous gardons ici. Je vous en prie. Et je vais également inviter Philippe Val, président du conseil d'administration de La Poste, président de la Fondation La Poste. Pardon. Je vous en prie, prenez ce qui est à vous. Pour venir remettre ce fameux prix et peut-être nous dire quelques mots. Merci Anne-Marie, mesdames, messieurs, bonjour. C'est d'abord un immense honneur et un très grand plaisir, avec Philippe Bajou, le directeur général exécutif de La Poste, de remettre pour la 11e fois ce prix envoyé par La Poste que nous avons créé il y a 11 ans. Je voudrais m'expliquer sur les raisons pour lesquelles nous l'avons créé. D'abord, nous avons souhaité inviter les autrices et les auteurs à envoyer des livres et donc à soutenir le chiffre d'affaires de La Poste. Ça n'a malheureusement, cher Gabriel, eu aucun effet sensible sur notre chiffre d'affaires courrier. Heureusement, le reste du groupe s'est fantastiquement développé et nous sommes passés de 18 milliards de lettres ou livres distribués en 2008 à 5 milliards cette année. Échec total. La deuxième chose, c'est qu'en tant qu'entreprise, en tant que dirigeant, nous aimons la littérature. D'abord parce que, et c'est une tradition depuis 6 siècles, les postières et les postiers, La Poste aiment les lettres. En général, le public rit à ce moment-là, car il s'agit d'une tentative d'humour. Nous aimons les lettres, au sens conceptuel. L'autre raison, c'est que cet amour des lettres se fonde, et Thibaut Delman en a parlé, sur le fait que nous considérons, nous, que la littérature sauve le monde. Nous pensons que la littérature sauve le monde. Et donc, puisque nous sommes une entreprise, que nous avons beaucoup de salariés, 240 000, que nous faisons 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires et que nous gagnons de l'argent, on se dit qu'il nous faut non pas distraire, mais investir une partie de cet argent dans la Fondation La Poste et dans un prix qui donne envie aux gens d'écrire et qui donne envie aux gens de lire. L'envie d'écrire, vous l'avez très bien exprimé, Gabrielle, cette volonté d'être créatrice. L'envie de lire, c'est vous les auteurs et vous qui recevez des prix qui l'a donné, parce qu'en écrivant de bons livres, on donne envie d'écrire. Et donc, voilà les raisons pour lesquelles je vais, dans quelques minutes, vous remettre le prix envoyé par La Poste, c'est-à-dire symboliquement un prix, et symboliquement de l'argent aussi, car il y a des à côté monétaires qui sont indispensables pour être autrice et auteur, et on est ravis de pouvoir y contribuer. Je sais que vous avez pris un immense plaisir à écrire votre livre. Ce que j'en comprends à ce stade, j'en ai démarré la lecture hier soir, et je n'ai donc pas terminé car je n'ai pas passé la nuit à lire. C'est que, en fait, vous faites revenir des héros de mon enfance, Tristan et Iseux, Roméo et Juliette, simplement ces grands amoureux. Vous les avez incarnés là où la société ne regarde pas d'habitude.
vous avez fait de vos personnages centraux des personnes que la société en général ne considère pas spontanément, qui sont des personnes en situation de handicap que vous appelez des personnes autrement capables. Et je trouve que ce néologisme est particulièrement éclairant. Je ne voudrais pas dévoiler la fin du roman, d'autant que je n'y sois pas moi-même. On m'a simplement dit que c'était moins mortel que Roméo et Juliette, ce qui me satisfait, car mon cœur est sensible et je suis un grand timide et un grand émotif. Ça, c'est pas vrai du tout. Mais je crois que vous célébrez l'amour, et donc, pour ce que j'ai commencé à connaître de votre livre, je le vois comme un hymne à la vie, un hymne à l'identité, à la singularité, un hymne à l'amour. Et donc, pour ces raisons-là aussi, je suis heureux de vous offrir ce prix. Et puis peut-être que le jury, qui s'y connaît plus en littérature que moi, vous en dira plus sur les raisons pour lesquelles, à travers l'ensemble de la collection qu'on a sous les yeux, vous avez été choisi. Mais en tout cas, Gabriel, bravo. Gabriel, est-ce que vous voulez encore nous dire un mot? Vous êtes exprimé tout à l'heure, mais peut-être que maintenant c'est fait. Bah oui, merci beaucoup. Je suis évidemment très émue de commencer cette rentrée littéraire d'une manière aussi belle, aussi chaleureuse, avec des mots aussi gentils que les vôtres. Et merci infiniment à vous tous qui êtes présents et à très vite. Très bien, bravo Gabriel. Et alors, comme l'exemple d'Anatole vous l'a montré, vous avez non seulement gagné un prix, mais l'an prochain, vous serez membre du jury envoyé par la poste. Hein. Et ça... Pas le choix. Ah oui, là, il n'y a pas de choix. Non, on ne donne pas le choix. Ça va avec. D'accord? Donc, on l'applaudit. Bravo. Notre cérémonie touche à sa fin. On va encore faire quelques photos. Je vais demander à ce que les membres du jury reviennent sur scène, que les autres auteurs, autrices de la sélection reviennent sur scène pour qu'on fasse une photo avec tout le monde. On laisse le chèque ici. On va peut-être enlever l'écran de fond parce que sinon ça va troubler. En général, on ne se répète pas. Mais là, finalement, j'ai décidé de vous donner deux autres informations. Gabriel, bougez pas parce que vous êtes concerné. D'ailleurs, les autres auteurs sont concernés aussi. C'est que dans nos 11 lauréats, on en a un qui est
déjà prix Goncourt. D'accord? Un de nos lauréats est devenu prix Goncourt. Et le scoop que je vais partager avec vous, c'est que le dernier prix Nobel de littérature français a envoyé son premier roman par la poste. Malheureusement, Annie Ernaux n'a pas pu bénéficier du prix envoyé par la poste car il n'existait pas. Mais lorsqu'elle est venue lors d'une soirée littéraire à la Poste, on fait des soirées littéraires qui sont des grands succès, il y avait énormément de monde et elle nous a dit « Mon premier roman, je l'ai envoyé par la Poste ». Voilà. Donc c'est une bonne incitation aux autrices et aux auteurs à faire ce travail-là. Merci à toutes et à tous. Merci Président, merci à vous toutes et tous, merci aux éditeurs présents également, nous l'avons dit à plusieurs reprises, c'est aussi votre travail qui est salué par ce prix. Merci à nos partenaires présents, je ne vous ai pas cité individuellement au début de notre soirée, mais c'est toujours un grand bonheur pour nous de voir que d'autres associations que nous soutenons eh bien, sont présentes avec nous. On va se retrouver dans quelques minutes pour tous ceux qui peuvent encore partager un petit peu de temps avec nous autour d'un verre et d'un petit cocktail à l'hôtel Choiseul-Pralin. Vous suivez les flèches à la sortie et surtout quand vous repartirez, que ce soit tout de suite ou en fin de soirée, n'oubliez pas d'emmener le livre puisque le livre vous sera bien évidemment offert à chacune et chacun. Merci encore à toutes celles et ceux qui ont contribué à la préparation de cette soirée, à la technique. Merci à Maxime à la technique. Merci à ma formidable équipe d'avoir assuré toute la préparation, l'accueil pour que tout se passe au mieux et que vous passiez, je l'espère, une excellente soirée et qu'on ait ensemble cultivé l'amour de la littérature et de l'écriture. Merci encore à toutes et tous.